toujours lundi 21h. Passe-montagne. J'aime les papillons. Passe-partout, ça a été un de mes préférés, celui qui m'a marqué. J'étais une fan de Passe-partout. C'était notre programme qu'on a regardé à tous les soirs. On avait toujours envie d'être devant la télé quand c'était Passe-partout, puis qu'il fallait pas le manquer pour rien au monde. Et les beaux vestons. Quand c'était Passe-partout, c'était rien d'autre. La punition qu'on pouvait avoir à 6 heures, mon frère puis moi, c'est vous avez pas été gentil, on vous coupe Passe-partout. Il y avait plein de personnages intéressants. Passe-Tourelle était noire, puis en tout cas, c'est ça, personne s'en souvient, mais moi, elle m'a marqué beaucoup. Quand on chante comme des oiseaux. Il y avait tout le temps plein d'événements surprenants. Il y avait l'air sur un gros trip, eux autres, là. Ils les attrapaient comme ça. Puis là, ils les tenaient, puis après ça, ils ouvraient leurs mains, puis le son, il repartait. Ouais, Passe-partout. Baluchon. Il y avait l'air d'avoir du fun. C'est des bons souvenirs, Passe-partout, c'est sûr. J'ai adoré ça. Il paraît que je pleurais quand ça finissait, là. Ton baluchon. Passe-partout, moi, ce que ça représentait pour moi, pour toi, c'était d'être un dieu. Moi, c'était pas vraiment ça. Non, non, une déesse. Non, mais pourtant, t'as dit à la radio dernièrement que t'étais la vedette. C'était quoi? Mais là... C'était quoi? C'était l'occasion de pouvoir parler aux enfants comme j'avais envie de leur parler. C'était l'occasion de leur dire des choses que je trouvais importantes et de passer par le plaisir aussi. Le plaisir d'être 3 personnages fantaisistes qui étaient des amis, puis qui disaient aux enfants le plaisir de vivre. Oui, oui. Et le plaisir de découvrir. Parce que c'est ça, Passe-partout. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. À toi, on a des jambes, à toi, on a des bras, à toi, on n'a pas corps, mais on n'a pas tout ça. Une des qualités qu'on avait, c'est qu'on s'aimait vraiment, on s'admirait, on n'était pas en compétition. Tu ris, toi, mon grand? Non, mais bon, c'est vrai bon. pareil. Et Bon. ça Non, faisait que c'était très différent. Je suis ému. Ça faisait que c'était très différent de tout ce qu'on pouvait avoir vu. Si j'aime être ton ami, c'est que j'aime quand tu souris. Toujours prête à m'aider, plein de choses à raconter. Bien, ça représente 20 ans de notre vie. Mais évidemment, on n'a pas travaillé pendant 20 ans. On a travaillé 7 ans ensemble. Oui, il y a eu des 5 arrêts. ans ensemble. Ouais. Et puis, il y a eu des arrêts. Donc, ça représente... Puis après ça, il y a eu les tournées. Il y a eu des shows au-dessus de 1000. Ça, pas grand monde qui sait ça. Hein? Non, on a fait le tour du Québec, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick. On est allé partout, finalement, en tournée. Ça a été, ça aussi, ça a été assez particulier parce que comme il y a eu des temps d'arrêt, ça nous a permis en tournée de vraiment prendre contact avec les enfants. Quand tu es à la télé, ils sont pas là, mais quand on était en tournée, ils étaient là. Et c'est C'est très bien ainsi. On a faussé. Et c'est Très bien ainsi. Ouais, Mais là, je voulais juste te faire brailler. Je voulais juste te faire brailler. Si pour la majorité de ceux qui, parmi vous, ont été enfants ou ont eu des enfants dans les années 70, Radio-Québec, c'est d'abord et avant tout Passe-partout, il faut quand même préciser que la naissance de Radio-Québec n'a vraiment rien eu à voir avec les jeux ou la naïveté des enfants. En effet, en février 1968, le gouvernement fédéral présente un avant-projet de loi créant l'Office canadien de radiodiffusion éducative, un organisme dans lequel travailleront 8 personnes tirées de la fonction publique fédérale. Aussitôt, c'est le branle-bas de combat à Québec. En effet, pas question de tolérer qu'encore une fois, serions-nous tentés de dire, le gouvernement fédéral s'immisce dans un domaine de compétences provinciales, ici, le monde de l'éducation. C'est pourquoi le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, décide de couper l'herbe sous le pied d'Ottawa et d'agir vite, très vite. On convoque plusieurs spécialistes. Certains vont même être amenés à Québec en avion. Et à 23 heures, le 21 février 1968, on convoque également un Conseil des ministres. Conseil des ministres au cours duquel on décide de réactiver une loi qui datait de 1945, donc du temps de Maurice Duplessis, et qui autorisait le gouvernement provincial à créer Radio-Québec. Une astuce ingénieuse et une loi qui n'avait jamais été appliquée. Une astuce ingénieuse parce qu'ainsi, en agissant ainsi, le premier ministre Daniel Johnson pouvait se contenter d'un arrêté en conseil et éviter le long processus de la présentation d'une loi devant le Parlement.
On passe la nuit qui suit à réveiller des gens pour leur demander s'ils accepteraient de faire partie du nouvel organisme. Et c'est à 10 heures le lendemain matin, le 22 février 1968, qu'en conférence de presse, le premier ministre Daniel Johnson annonce la naissance, ou plutôt la renaissance de Radio-Québec, prenant ainsi de court et les journalistes et l'opposition libérale. Et c'est ainsi, il y a 35 ans, que Radio-Québec a vu le jour, au beau milieu d'une tempête de neige, d'une controverse fédérale provinciale, pendant que le monde avait les yeux tournés vers les Jeux olympiques de Grenoble et que commençait la fameuse mode Bonnie and Clyde. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Passe-partout. Passe-partout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Cette émission-là a été présentée pendant plusieurs années et pendant près de 7 ans. Et ça a toujours été refusé, le concept. Et c'est en 1967, quand Jean-Kévin Morin était au pouvoir, il a accepté le projet de cette émission-là, qui était présenté d'ailleurs par Carmen Bourassa-Lambert et Louise Poliquin. Moi, je n'ai travaillé que sur les 125 premières. Et ces 125 premières émissions-là ont mis du temps avant de venir au monde. Même qu'elles ont mis tellement de temps qu'à un moment donné, on avait bâti certaines émissions. On a eu le temps de réfléchir suffisamment pour mettre de côté et amener vraiment quelque chose d'autre. Le premier titre qui était titre de travail, c'était Sa perlipopette. Ah! J'ai une idée. Le sous-ministre Jacques Girard, à l'époque, m'avait dit non, non, ça marche pas, ça prend un autre nom parce que ça, c'est un juron, même si banal et insignifiant. Alors là, il m'a demandé de changer le titre. Passe-partout. Passe-partout. Et j'ai choisi Passe-partout. Je t'avertis. Je t'avertis. Si j'avais su, en fait, c'est parce que c'est délicat tout le temps d'appeler un personnage du même nom que la série, j'aurais appelé Passe-partout Passe-par-cœur. Essayez donc de m'imiter, moi, mademoiselle Passe-partout. Mais je suis pas capable de Passe-montagne. Je le savais. Il demandait beaucoup. Alors, on devait faire des phonétiques, on devait danser, chanter, de tout improviser. Il voulait vraiment voir la capacité qu'on avait à s'adapter à tout ce qui était pour faire. De toute façon, on commençait. Mais je pense qu'ils avaient déjà déterminé à qui devait ressembler Passe-Caro, Passe-partout et Passe-montagne. Et ensuite, là, ils nous mettaient ensemble pour voir quelle était la chimie qu'on avait tous les trois. Moi, je connais ça, l'électricité. Non, l'électricité. Passe-montagne, c'était la parole. Passe-Caro, c'était le physique. Et puis Passe-partout, c'était l'émotion, je peux, tu peux le faire avec moi. Et donc, moi, je tripais au bout à faire mon clown. Le seul rôle de ta vie où tu étais payé pour bafouiller. Exactement, exactement. L'électricité. Ah oui! Je connais ça, l'électricité. Passe-partout, on a eu du mal à la trouver, effectivement. On voulait quelqu'un qui ait une figure qui soit en complicité, autant avec les petits garçons qu'avec les petites filles, et c'était pas simple à trouver. Et un jour, le réalisateur responsable, François Côté, m'a dit, je pense qu'on l'a. J'ai attrapé un vrai gros bruit. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. On l'écoute tout de suite? Oui. On n'aurait pas dû le déranger, celui-là, Passe-Caro. Le début de Passe-partout, ça a pris une semaine ou deux de diffusion, puis tout le monde a eu comme une espèce de réaction un peu de « Attends une minute, qu'est-ce qui se passe? » Puis à toutes les semaines, l'auditoire grandissait. Puis à un moment donné, ça a pris des proportions qui étaient gargantuesques, qui étaient au-delà d'ailleurs du public enfant, parce qu'il y avait l'aspect de nouveauté pour les parents, pour les familles et tout ça. Alors ça a été extrêmement gros, puis je pense pas que personne pouvait dire à l'époque ou puisse dire aujourd'hui qu'il l'avait prévu. Non, c'était imprévisible. M'a souvent été demandé, par exemple, à quoi ça tenait ce succès par les journalistes. J'avais envie de leur dire que je savais qu'on aurait ce succès-là dès le départ. Ça faisait tellement prétentieux que je ne l'ai jamais dit. Cependant, je peux l'affirmer aujourd'hui, je le savais, mais par l'expérience des Oraliens. Autrement, je ne l'aurais jamais su. Je savais qu'on pouvait communiquer et faire participer l'enfant à la télévision, ce que ne faisait pas autant que nous, Sesame Street. Les poissons
Le défi qu'on s'était lancé, c'était de donner des bras à la télé, c'est-à-dire de rendre la télé affective et de prendre les enfants, de prendre soin des enfants. Et je pense que ça a fonctionné un peu. T'es pas encore couché, toi? Non, je vais me coucher quand ça va être la nuit. Il fait presque nuit. Oh, il fait un peu noir, mais il fait un peu clair. Jamais on a pensé que ça avait de l'impact comme ça. Au début, non. Mais pas du tout. De toute façon, on À un n'a moment même pas eu le donné, temps au début de le réaliser. Ben non, on travaillait, puis on faisait les émissions, puis on réalisait pas que ça aurait... Un an plus tard, ça a pris un an. À peu près, oui. Un an, 2 ans. Là, on savait que ça marchait très fort. Et puis, parce que les universitaires commençaient à faire des thèses sur Passe-Partout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je sais. Et puis, Ils en font encore. Ils en font encore. Et puis, il y a quand même des gens qui venaient très sérieux, qui venaient étudier la question de Passe-Partout. Il y avait des articles dans les magazines très sérieux et tout. Puis ils parlaient d'une génération Passe-Partout. Alors, tout d'un coup, on était des icônes. C'est-tu mieux icône que Dieu? C'est un peu moins prétentieux. OK. Éteins donc le soleil, 2 minutes, ma vieille. Ah, OK, ça va. On me reprochait, on me disait, mais vous allez donner dans le même piège que Sesame Street, c'est-à-dire Sésame offrait de la télévision à tous les enfants. Et ceux qui étaient plus prêts pour en prendre, en prenaient plus. Donc, l'écart qui était entre les enfants bien préparés pour l'école et ceux qui l'étaient moins, s'accentuait davantage. Parce que c'était ça qu'on voulait corriger avec Sesame Street. Et avec Passe-Partout aussi, on voulait faire ça. Le projet de Passe-Partout, si vous allez au fond de l'initiative, au bout de l'initiative, ces gens-là avaient l'intention de faire une émission pour les enfants de milieux défavorisés qui n'avaient pas accès aux garderies. Donc, faire une compensation aux garderies pour qu'ils ne soient pas handicapés en arrivant à l'école et qu'il n'y ait pas un décalage trop grand entre ceux qui ont profité d'1 an ou 2 de garderie et ces gens de milieux défavorisés. Mais ce qui est arrivé, c'est que Passe-Partout a tellement été populaire auprès des enfants de classe moyenne qu'on a été obligé de déplacer, d'une certaine manière, le mandat de Passe-Partout puis d'en faire une émission éducative pour les enfants de classe moyenne. Allô, toi? Allô, moi? Un œil, 2 yeux. Il y a une tradition au Québec d'émissions pour enfants de grande qualité. Là. Je veux dire, Larry Bouledingue, Bobino, pour ne nommer que ceux-là. Mais je veux dire, avec Passe-Partout, tout d'un coup, on a repris cette tradition, je crois, du monsieur surprise qui disait « tu » à l'enfant, directement à l'écran, qui disait « tu es capable, fais-le avec moi, t'es bon, tu peux, sois autonome ». Puis évidemment, c'était les années 70. Le Québec, oui, puis le Québec est en ébullition, les premiers référendums et tout. Donc, c'était vraiment, je crois, il y avait quelque chose de social aussi. On voulait donner raison à l'enfant d'avoir 5 ans. On voulait lui donner confiance en lui et on voulait justifier son existence, dans le fond, à ses propres yeux. Donc, il était un enfant aimé par les comédiens, enfin, les personnages. Tu nous regardes, moi. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est pas belle, ta vieille lettre de robe. Oh, c'est même pas vrai. La première fois qu'on a vu les marionnettes, si je me rappelle, c'est quand on a fait la photo officielle de la main comme ça. C'était la première fois que les 2 marionnettes, on les voyait. On les avait entre nos jambes. On les avait, on les avait avec nous, puis on envoyait notre main, tu sais, la photo officielle. Pierre Régimbal, Nicolas Pointe, c'est les 2 créateurs des marionnettes. Puis on n'en a pas parlé du tout, mais écoute, ils ont eu une importance extraordinaire. Oui, mais un travail aussi incroyable. Même les voix aussi. On parle de Ève Gagné qui est décédée. Toutes les voix. Il y avait Paul Berval également. Il y avait, bon, Grand-Papa Bi. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur? D'abord, comment vous appelez-vous? Je m'appelle... Passe-Montagne, grand-mère. Ça a été extraordinaire de travailler. Il travaille avec Kim Yaroshevskaya ou avec Pierre. Pierre, par contre, il nous jouait des tours, tu te rappelles? Oui, Pierre Dufresne, il était terrible, mais il était tellement vrai. Moi, je me rappelle, quand j'avais échappé l'enclume, il m'avait chicané, puis les enfants se rappellent de ça, que Fardoche m'avait disputé. Ben moi, je pense que c'est toi, ma petite fille, qui t'a fait tomber. Il y a des enfants qui n'aimaient pas ça, nous voir en personne, parce que il était tout mêlé entre la fiction puis la réalité, puis il se comprenait pas comment ça se fait qu'on était sortis de la télé. C'est vrai. Moi, j'avais répondu à un enfant une fois, mais Passe-Montagne, comment tu fais pour sortir de la télé? Ben, j'ai dit, par le fil.
Ah, il a fait OK. Puis Ah ouais. T'es pas allé dire la parole. Ben oui, mais c'était parfait. Ah, déjà? Et passe-partout, 10 000 becs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toute cette équipe-là croyait que les enfants, c'était important. Bien, Laurent Lachance, c'est une personne très, très importante. Il y a eu Jean Savard, Louise Poliquin. J'étais de ceux-là. Et ensuite, s'est ajouté François Côté. Dans les dramatiques, ceux qui réalisaient les bouts avec les passes, Carreau, Montagne et partout, qui étaient Jean-Pierre Leccioni et Claude Boucher. Et moi qui m'occupais des marionnettes exclusivement et aussi de l'assemblage, parce que j'étais coordonnateur. Mais il y avait des scénaristes, il y avait des pédagogues, et je sais qu'actuellement, on rit beaucoup de ça, les pédagogues, mais n'empêche qu'il y a bien des émissions qui auraient avantage à en avoir, des pédagogues, si vous voulez mon avis, parce que ça irait peut-être moins d'émissions insignifiantes. Ce qui est amusant, je pense, dans les scènes, c'est quand les plus vieux, la génération qui sont adultes aujourd'hui, se rappellent tellement des scènes précises, là. Ils nous les racontent. Et là, nous, on est comme ça, puis on fait, oui, c'est vrai. Comme la dernière fois, c'était l'histoire de l'éléphant. Hein? Il avait tellement aimé ça, l'éléphant. Puis là, j'avais appris à Marie qu'elle était dans la tête de l'éléphant. Moi, j'étais... Moi, je m'en souviens pas, je l'ai fait une fois, mais eux, ils l'ont regardé, je sais pas combien de fois, 10 fois. Exactement. Ils le regardaient le matin, le soir, puis en reprise, je sais pas combien de fois. Alors. Mais c'est peut-être les premières émissions où on aurait peut-être un choc, là. Tu sais, pousse, la boîte de céréales, tire, la boîte de céréales, tu te rappelles? Pousse, tire, pousse. Il y en a peut-être comme ça qui nous étonneraient, mais en général, là... Il y a des choses qu'on peut entendre à l'écran si on monte le son. On peut entendre « Mais c'est écœurante! » Si on monte le son dans une émission, là... Oui, c'est parce que juste avant le 5, 4, 3, 2, 1, ils m'ont sauté dessus, les deux snowruns, puis ils ont attaché la fermeture éclair du sac de couchage dans lequel j'étais. Je suis plus capable de sortir. Je pense qu'il y a plusieurs générations passe-partout. Il y a la toute première génération qui ont entre 25 et 30 ans aujourd'hui et qui ont des enfants eux-mêmes. Maintenant, ça, c'est la première génération. Ensuite, je crois qu'il y en a une deuxième qui a 15 ans environ et qui ont vu les nouveaux passe-partout et qui, avec Tintinabule et compagnie. Là. Donc, je crois peut-être même une troisième génération. Est-ce qu'une génération, c'est 10 ans ou 5 ans ou 7 ans? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quand il y a de l'amour dans l'air, pourquoi il n'y aurait pas 100 000 générations? Ben oui. J'espère que cette génération a formé des enfants qui sont à la fois plus autonomes et plus heureux. On va les sécher, les beaux cheveux. Mais tu vas y aller au cinéma avec Julie. Oui. Tu seras pas en retard. On ne préparait pas l'enfant à l'école, mais à la vie. Dans le cas de Passe-Partout, c'était de donner une chaleur à l'enfant qui était seul à la maison au retour. Et dans le cas de Cornemuse, c'était de donner de la confiance, essayer d'aller chercher chez les enfants une espèce de confiance en eux. Cornemuse est une continuité de Passe-Partout dans le sens qu'on s'occupe de l'enfant global, de tous les aspects de l'enfant. Ce qu'on a apporté, c'est une figure d'attachement extraordinaire qui est Cornemuse et des petits auxquels les enfants pouvaient s'identifier, qui sont les 4 enfants animaux. À bientôt, mon trésor. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette forme que je tiens dans ma main et que vous avez vu parfois défiler dans votre écran, une forme qui peut vaguement faire penser à un osselet, eh bien, je tiens à vous préciser qu'il s'agit là du premier sigle de Radio-Québec. Une forme inventée de toutes pièces par le concepteur visuel Jean-Claude Lajeunesse et dans laquelle chacun restait libre de voir le sens cosmique ou humaniste qu'il voulait. Comme quoi, dès le départ, Radio-Québec a favorisé l'imagination et la créativité. Par la suite, ce symbole sera redessiné en 2 dimensions par le concepteur visuel Jacques Léveillé, qui l'habillera également des couleurs de la télévision. Rouge, bleu, vert, jaune, magenta et turquoise. Et c'est ainsi que va naître le symbole qui va servir à identifier Radio-Québec jusqu'en 1996. Maintenant, 289 émissions en 6 séries qui ont tenu l'affiche pendant plus de 20 ans. 8 disques vendus à plus d'1 million d'exemplaires et qui ont remporté 7 Félix, 14 prix, dont 5 Gémeaux et 1 Métrostar, 21 revues qui ont totalisé près de 3 millions d'exemplaires,
14 figurines vendues à 4 millions d'exemplaires, 14 casse-têtes, 48 contes, des vidéocassettes et des codes d'écoute qui ont longtemps frôlé le demi-million. Oui, Passe-Partout a vraiment été un phénomène. Un phénomène qui, lorsqu'il s'est achevé, a évidemment laissé son lot de désarroi et de tristesse chez ses artisans. Moi, ça a été dur, l'après Passe-Partout, parce que j'étais extrêmement identifiée au personnage. Je le suis encore, c'est pas compliqué. Ils me reconnaissent encore. Je suis la seule actrice au Québec qui a hâte d'être vieille, tu sais. Jusqu'en 97, Marie et moi, on a fait des spectacles. Donc, l'après Passe-Partout, pour moi, il est relativement récent. En fait, c'est depuis que mes cheveux ont viré gris. Faut que je conte une histoire. Oui, quoi? Les derniers spectacles, il était obligé de se teindre les cheveux pour avoir l'air de Passe-Montagne. Il y avait tellement chaud des fois pendant des spectacles qu'il y avait des couleurs. Puis là, moi, j'avais le fou rire. Je voulais pas me teindre les cheveux, je trouvais Non, ça mais niaiseux. je t'obligeais. Non, moi, ça n'a pas été trop difficile. C'est une décision que j'ai prise. J'ai quitté à un moment donné. Et à partir de ce moment-là, j'ai quitté en même temps d'ailleurs que les scénaristes, en même temps qu'avant qu'il arrive la nouvelle série de Passe-Partout. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à produire des spectacles pour enfants avec Fafouin et tous les exercices. Qu'est-ce qu'on fait? 4 pas dans l'air! Il y a des affaires fascinantes avec Passe-Partout à travers les années. C'est qu'il y a des sites Internet où il se passe des choses assez rock'n'roll au sujet de Passe-Partout. Mais il y a également des concours qui se font dans les cégeps et les universités sur des questionnaires sur Passe-Partout. Et puis, tu gagnes des prix parce que si tu réussis à dire de quelle couleur étaient les bas de pruneau lorsqu'il a fait tel truc avec le chose. Alors, il y a des choses très, très drôles. D'accord. Sortez-en! Je pense qu'il faut faire quelque chose pour les aider à s'en sortir. OK, c'est fini, Passe-Partout. Regarde, Passe-Montagne. Regarde, il est rendu vieux. Regarde, on est vieux. Je suis rendu un homme, je veux dire. Là, c'est ça, il faut devenir des adultes. Là, c'est fini, là. Là, puis allez-vous-en de chez vous, puis ayez des appartements. Puis Regarde, nous, on était jeunes, puis on avait déjà un appartement. Oui, pourquoi tu prends pas un appartement? Oui, c'est bien plus fun. J'étais en appartement avec 2 filles. Oui. J'étais en appartement avec 2 filles. Faut dire que ça m'a un peu mélangé. Ça, il faudrait vous... Ça, c'était toute une autre affaire. Amis, 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 nous le sommes pour la vie. Salut, adieu. J'ai hâte de te revoir. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir. Bien assis. Elle réussit aussi bien au théâtre.